À ma droite, la terreur droite des Carpates, 190 kg, 10 ans de victoire par KO sur tous les bouts de bois de la planète. Et à ma gauche, l'arbre hélicoïdal du Pacifique, John Challenger, qui a à peine 15 jours de match de boxe, mais qui a déjà gagné pas mal de titres. Et salut les boiseuses, et salut les boiseux. Alors aujourd'hui, on va comparer deux machines qui ne sont pas du tout comparables. Puisqu'on va comparer en fait une machine qui, neuve, vaut, alors vous m'excuserez l'approximation, à peu près 2000 €, et une machine qui, neuve, qui vaut pas loin de 8000 €, peut-être même un peu plus, avec les options. Là, on a une machine qui fait 190 kg, là, on en a une qui fait 400 kg. Donc j'ai vérifié, ils n'ont pas mis 200 kg de plomb au fond pour faire bien. Elle fait réellement 400 kg en raison de sa conception, qui est plus robuste, évidemment. La machine est plus chère. Et le but de cette vidéo n'est pas de vous expliquer qu'une machine à un certain prix est moins bien qu'une machine qui vaut 4 fois plus cher. Le but de la vidéo, c'est de vous expliquer qu'est-ce qu'on paye finalement quand on achète une machine plus ou moins chère. Ça nous permettra aussi de comparer un petit peu le travail qui est réalisé par un arbre à fer droit et par un arbre à fer hélicoïdaux, même si ce n'est pas tout à fait comparable, puisque je pense qu'une machine de cette gamme-là, qui existe aussi en arbre à fer classique, ou plus exactement à fer jetable, mais à fer droit, on va dire, va quand même donner sans doute un meilleur résultat qu'une machine d'un petit peu moins bonne qualité. Il n'y a pas de suspense sur le fait que bien sûr que celle-ci est mieux que celle-là. Je ne suis pas en train de vous faire du spectaculaire, c'est pas du tout le but de la vidéo. Ça c'est dit, comme ça on n'y revient pas, parce que c'était quand même important d'en parler. Donc on va comparer un petit peu les deux machines. J'avais déjà donné quelques points de comparaison, je vais quand même les redonner. Le truc intéressant quand même sur cette machine-là, et on va le voir quand on va faire le test, c'est qu'on a des tables qui se lèvent, j'allais dire perpendiculaires, enfin parallèlement au mur, hein, qui reviennent vers l'arrière, alors que là c'est des tables papillons. On voit assez bien ici les deux axes, je vais vous faire un plan dessus. Donc là les axes sont à l'arrière de la machine. Donc il y a deux axes là, qui sont d'ailleurs assez robustes, hein. Quand on voit la matière, c'est assez robuste. Sur celle-ci, voilà, vous avez les axes qui sont inclinés par rapport au bâti de la machine, ce qui fait que quand on relève les tables, qui viennent en plus pas verticales, mais qui sont légèrement inclinées vers moi, vous avez deux tables un peu en travers, là au milieu, on va le voir tout à l'heure, ça tient énormément de place. En plus de ça, quand on fait son rabotage, on va passer sans arrêt de l'entrée de la machine vers la sortie. D'ailleurs, l'entrée a changé de place vu que je l'ai changé de côté. Il ne faudra pas que je me gourde tout à l'heure, parce que je vais aller chercher ici, moi, par habitude. Et ça fait quoi? Ça fait que on est obligé à chaque fois de faire un grand tour comme ça pour aller de l'autre côté. Et l'air de rien, quand on se fait... moi, je me fais des séquences de 4 heures de rabotage, parfois même d'une journée complète de rabotage dégauchissage quand je prépare un meuble où je fais toutes les pièces d'un coup. Et fatalement, l'air de rien, on fait pas mal de bornes. Alors que sur celle-ci, on est vraiment ici, et directement, on pose les pièces là, et on les récupère là. Et puis si j'ai la servante derrière, je gagne, j'allais dire, beaucoup de temps, d'énergie, etc., etc. Voilà. Et c'est extrêmement valable pour les petites pièces, hein, puisque nous on va faire des petites pièces. Là j'ai besoin d'ailleurs de 2 sections, donc on les fera, ça nous servira entre autres de test. Mais quand vous êtes par exemple sur des pièces comme ça, alors ça c'est un petit peu court, mais imaginons qu'on soit sur des traverses de portes de meubles, c'est tout à fait envisageable d'avoir ce genre de longueur, peut-être 5 cm de plus. Et quand on en a beaucoup, ça fait beaucoup de choses qui passent comme ça, de pièces qui passent. Et là encore, on passe énormément de temps à aller d'un côté à l'autre, avec ce système de table dite papillon. Voilà. Donc ça, c'est très important. Pour moi, en tout cas, c'était très important à l'achat. Et j'envisageais pas d'acheter une machine dont les tables se lèvent différemment de celle-là. Alors beaucoup de gens m'ont dit, oui, mais elles ne se relèvent pas toutes les deux en même temps. C'est vrai que sur la AD 531, elles ne se relèvent pas toutes les deux en même temps. Elles se relèvent indépendamment l'une de l'autre, on le verra tout à l'heure aussi, alors que sur des modèles un peu plus récents, elles sont ensemble.
Moi, personnellement, ça ne me gêne pas. Ça fait aussi que sur celle-ci, il n'y a pas de vérin de compensation, parce que comme on lève les tables une par une, c'est à peu près jouable. Bien sûr, si elles étaient toutes les deux ensemble, ce serait une autre histoire. Bon, on arriverait sans doute à les lever, mais enfin, si c'est pour à chaque fois se péter un muscle, c'est pas la peine. Voilà. Donc ça, c'était pour vraiment cette différence de conception entre les deux machines. Après, on va voir que en termes de conception, même si au final toute la fabrication est différente, il n'y a pas des différences énormes. Là, on a un guide d'équerre en alu, là aussi. La fixation du guide ici se fait par une glissière à queue d'aronde. Je ne trouve pas ça terrible personnellement. Là, c'est complètement différent. Ça vient coulisser sur un rail qui est dans la table d'entrée. Hein. Je vous ferai peut-être des plans là-dessus un petit peu pour que vous puissiez y voir quelque chose. Ça, voilà, c'est pour la partie guide d'équerre. L'intérêt qu'il y a, c'est que sur celle-ci, il faut complètement retirer le guide d'équerre pour la passer en table papillon, je crois. Ouais, on est obligé en fait de complètement retirer le guide d'équerre. Un autre point qui est extrêmement important, et ça je vais vous montrer aussi, parce que pendant que je vais le faire, bah forcément vous ne m'entendrez pas, parce que la machine sera en route et l'aspirateur aussi. Dans les points importants, pour régler la hauteur de passe en entrée, et ça c'est plus important que la hauteur de rabotage, parce que la hauteur de passe en entrée, à chaque pièce, quasiment on est obligé de la régler. Si vous avez une pièce très tuilée, vous allez mettre beaucoup au début, parce que sinon on fait 4 ou 5 passes et ça prend du temps, et puis après petit à petit vous allez la descendre. Donc là le problème de celle-là, il faut que je déverrouille le levier de verrouillage de la table, que je monte et que je descende, hein, voilà, on peut faire les deux. Et ensuite, je reverrouille. Sur celle-ci, c'est beaucoup plus simple. J'ai juste à faire ça. J'ai rien à déverrouiller. Voilà, il n'y a rien à faire de plus que ça. Donc là, je suis à 0, par exemple, et là, hop, je suis à 5. Voilà, on ne se pose pas trop de questions. Levier en haut, je suis à 0, levier en bas, je suis à 5, je vais me remettre à 2, et voilà. Donc ça aussi, c'est quand même super appréciable en termes d'ergonomie. Un autre truc que j'ai remarqué, j'ai peut-être déjà dit dans une vidéo précédente, mais je ne me souviens plus, c'est que sur celle-là, alors c'est marqué dans les caractéristiques des machines, mais là elle est posée sur une planche. Hein. Donc la planche c'est de l'OSB de 22, donc je vais enlever 22 mm à ce que je vais mesurer. Si je mesure, je suis à 865 mm, et si j'enlève 22 mm, je me retrouve à 843. C'est ça, à 843 mm de haut, donc sa hauteur c'est 843. Peut-être 840 si mon sol n'est pas plat. Mettons 840. Et celle-ci, sa hauteur nominale, c'est 890. Donc l'air de rien, on a quand même 5 cm de différence entre les deux machines en termes de hauteur de travail. J'ai deux hypothèses à ça. Celle-ci est plus ancienne, mais à mon sens pas suffisamment ancienne pour que ça justifie une telle différence de hauteur. Je dis ça parce qu'en fait, la population a grandi au XXe siècle, beaucoup. En termes de moyenne, c'est assez important. Moi, mon interprétation, c'est plutôt que ça, c'est une machine de conception autrichienne, et que dans les pays germaniques, ils sont plus grands que nous, et donc, par définition, la machine est plus haute, ça paraît un petit peu raisonnable. Mais 5 cm, c'est quand même beaucoup, parce qu'ils ne font pas 10 cm en moyenne de plus que nous, en tout cas pas que je sache. Voilà. Donc voilà, elle est un peu plus haute. Moi, j'ai trouvé ça confortable à l'usage, sur mes courtes pattes, parce que moi, je fais 1m75. Ce qui est la taille normale, parfaite, puisque c'est ma taille. C'est ma tasse Felder. Voilà. Ah, je te rappelle aussi, dans cette vidéo, parce que c'est important que vous le sachiez, je suis partenaire Felder. Donc vous pouvez considérer que je ne suis pas objectif. Voilà, donc on va faire un petit test. Je vais surtout vous montrer quelque chose en fait qui a rapport avec l'arbre hélicoïdal. Je pense que c'est important qu'on voit ça.
J'ai fait un test avec chacune. Ce que je voulais vous montrer, alors, petit truc un petit peu peut-être à regarder parce que sur celle-ci, le guide d'équerre, il a tendance quand même à bouger un petit peu. Et en tout cas, plus que sur celle-ci où il est beaucoup plus rigide. Pourtant, les deux sont en alu. Ce qui fait que sur celle-là, si jamais je force un petit peu en sortie ou ce genre de choses, j'ai assez vite fait d'avoir un équerrage qui n'est pas tout à fait uniforme tout le long de la pièce. C'est quel côté que j'ai dégauchi? C'est l'autre. Et là, si je regarde, bon, là ça va, je l'avais réglé, donc on est vraiment... Ouais, il n'y a pas grand-chose. S'il y a quelque chose, il n'y a pas grand-chose. Donc on peut quand même obtenir des résultats très corrects, même avec une machine à 2000 €. Je l'ai utilisée pendant des années, voilà, je ne vais pas cracher dessus. C'est plus une question de confort. Mais ce que moi je voulais vous montrer, voilà, donc ce qu'on voit en fait, et ça c'est vraiment le truc que je voulais vous montrer, c'est que, alors ça se voit bien sur cette partie-là, un petit peu moins sur le reste, parce que ça dépend un peu à la vitesse où je suis passé, tout ça. L'arbre hélicoïdal, lui, il va laisser, c'est pas super visible hein, sur cette planche-là, mais il va laisser comme des petites alvéoles, des hexagones qui sont aplatis dans ce sens-là. Sur cette planche-là, on le voit bien. Là. Est-ce qu'on voit ce que je montre? On le voit à peu près. Donc là, si vous regardez bien, même si c'est peut-être un petit peu moins net, vous voyez que les hexagones ne sont pas les uns en face des autres. Ça fait comme une structure en nid d'abeille. Alors que là, ça nous fait des barres, comme ça. Hein? Alors, ce que vous voyez là, c'est le fait que mes fers n'étaient pas super affûtés. Hein. Ça se voit ici, ça fait des rayures. Mais ce qu'on voit bien ici, c'est que les fers droits, bah, selon la vitesse de l'arbre et selon la vitesse à laquelle on avance, ils vont faire des petites vagues bien droites, comme ça. Alors que là, ça fait des genres d'hexagones. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que quand on va travailler sur des bois comme ça, et qu'ensuite on va passer dessus le racloir, par exemple, ou le rabot, mais c'est surtout valable pour le racloir, ce qui va se passer, c'est quand on va vouloir enlever les traces des fers droits, le racloir va avoir tendance à tomber après, comme si vous étiez sur une tôle ondulée, à une échelle beaucoup plus faible, bien sûr. Alors que là, comme les alvéoles ne sont pas les unes en face des autres, quand on passe avec le racloir, on ne tombe pas dans des trous. Parce que la largeur du racloir nous empêche de tomber dedans. Et ça fait que c'est plus facile, en fait, de faire vraiment une finition parfaite, rapidement, sur le passage après l'arbre hélicoïdal, que sur le passage après l'arbre droit. Donc ça, c'est pour, j'allais dire, vraiment, si vous voulez enlever complètement les traces de rabotage. Et bien souvent, on ne veut pas les enlever du tout, parce qu'en fait, elles ne gênent pas. Voilà, on fait sa finition, on fait son ponçage, et puis elle ne se voit pas, les traces, 9 fois sur 10. Et l'arbre hélicoïdal laisse quand même des traces beaucoup moins profondes. Ça, je ne peux pas vous le montrer. Mais là, si je passe avec le doigt, je sens bien les vagues, alors que ici, je ne les sens pas. On arrive à les visualiser avec la craie, parce qu'on visualise n'importe quelle petite différence. Là, ce qu'on voit par exemple ici, là, ce que vous voyez, c'est surtout la structure du bois qui ressort. Mais voilà, donc personnellement, je trouve que le résultat de l'arbre hélicoïdal au toucher est vraiment bluffant. Et là où ça m'a vraiment étonné, c'est quand j'ai fait cette planche-là, donc ça c'est du frêne, et que je me suis rendu compte que quand je la passais à la lumière, vraiment le bois brillait. Alors un petit peu moins parce qu'il a quelques semaines là, enfin quelques jours déjà, mais ça fait vraiment un état de surface qui est comme si j'étais passé avec un rabot à replanir, quoi, hein, quasiment. Pas aussi bon, mais pas loin. Voilà. Donc c'est vraiment les différences sur la partie esthétique et puis sur l'état de surface entre les deux types d'arbres. Et après, il y a quand même autre chose qui vient rentrer en jeu, qui est que on va
travailler avec l'arbre hélicoïdal, au moment où on rentre la pièce sur l'arbre hélicoïdal, et là je vais peut-être vous faire un gros plan pour vous montrer cette partie-là. Donc là je vous ai fait un gros plan sur l'arbre hélicoïdal pour vous montrer quoi? Pour vous montrer que si vous avancez une pièce par rapport à l'arbre, vous n'avez pas toute la largeur des fers qui vont attaquer la pièce en même temps. Hein? C'est-à-dire que là, par exemple, sur une pièce de cette largeur, bon, elle n'est pas très large, je reconnais, mais je vais avoir 2-3 pastilles à la fois. Et si on prend la largeur entre les deux, là, bah, j'ai 4 ou 5 pastilles. Même si la pièce fait toute la largeur de la table, même si la pièce fait 310 mm. Et ça, en fait, ça fait une attaque qui est finalement extrêmement douce sur la pièce de bois. L'autre point qui est important de voir, et ça aussi il faut vraiment que je vous montre, c'est que quand on regarde, donc ici, la plaquette, hein, quand on est donc, on va dire, au point de tangence, parce que j'ai un petit crayon quelque part, moi. Voilà. Alors c'est dur à vous montrer forcément parce que là je suis au-dessus et que la pièce attaque par-dessous, mais si vous regardez bien, j'ai le dessus de la plaquette là qui est quasiment parallèle à la surface de mon bois. Alors que si je regarde de l'autre côté, ce qu'on voit déjà c'est qu'ici on a une pente qui est plus prononcée et puis on a l'attaque frontale de l'arbre qui rentre complètement dans la pièce de bois et ça tape un peu dans les doigts, donc c'est beaucoup moins confortable et c'est beaucoup moins doux. Donc on a quand même plus, alors je ne vais pas dire qu'on a un risque de rejet avec cette machine, parce que c'est pas vrai. Évidemment, si on lâche la pièce, dans les deux cas, il ne faut pas lâcher la pièce. Mais là, on a quand même plus de patates qui arrivent d'un coup dans la pièce de bois. Donc c'est un peu moins bon pour l'état de surface. Je voulais prendre une pièce de bois dans laquelle j'ai du contre-fil, etc. Mais c'est compliqué de faire de l'arrachement à la demande. C'est un truc qui apparaît un peu aléatoirement. Des fois, on voit un nœud, on se dit ça va me faire de l'arrachement, puis ça en fait pas. Des fois, on voit rien, puis ça fait quand même de l'arrachement parce que le fil est légèrement ondulé, on l'avait pas vu. Donc, je peux pas vous faire là de vrais tests. Une chose est certaine, sur un arbre à plaquettes, c'est un constat qui est fait par quasiment tout le monde, on a moins d'arrachement. Je dis pas qu'on en a pas. Sur certains bois très noueux, arbre à plaquettes ou pas, ça va arracher. Voilà. C'est bien pour ça qu'on a inventé, entre guillemets, enfin entre autres, le rabot racloir pour les bois très noueux, les ronces, etc. Donc, c'est pas non plus magique, mais enfin, ça donne quand même globalement des bien meilleurs résultats. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va simplement passer l'une et l'autre, encore une fois, en test, en mode raboteuse, et faire juste le rabotage d'une pièce de chaque. Comme j'ai dit, j'ai besoin de sections un peu particulières pour faire des trucs après. Pourquoi est-ce que je fais ça? Oui, pour que vous puissiez voir, je vais vous le faire en temps réel, en fait, rapidement, mais en temps réel, et surtout, vous allez voir l'encombrement que prennent chacune des deux positions pour chacune des deux machines. Voilà, comme ça vous permettra de vous faire vraiment une idée de ce que ça donne quand on passe au mode rabotage. Donc je vais faire comme si je faisais du corps-voyage habituel, je vais mettre mon casque sur les oreilles, je vais passer les machines voilà, en mode raboteuse, et pour chacune des deux machines, vous allez voir le temps que ça prend. C'est pas énorme, hein, après vous pouvez sauter dans la vidéo, il n'y a pas de souci. Donc là elles sont en mode raboteuse, on fait comme si c'était pour de vrai.
Donc là, je m'arrête un petit peu au milieu. Je vais la repasser en mode dégo. Hein. Là aussi, c'est pour vous montrer combien de temps ça prend et les manips qu'il y a à faire. Bon, vous avez compris de toute façon. Le truc intéressant, là, c'est vraiment... Là, vous voyez, je pense, assez bien l'encombrement des tables en mode papillon. Hein. Ça fait que pour aller d'un côté à l'autre, il faut quand même que je fasse tout ce chemin à chaque fois. Alors bien sûr, je peux poser les pièces ici, puis les récupérer là. Pour les petites pièces, ça se passe bien. Pour les pièces un peu plus grandes, c'est un peu plus compliqué. Bon là, forcément, là où elle est, on passera pas des pièces de 2,50 m. Hein, elle est trop près de la scie, mais c'est pas le sujet. Elle va bientôt disparaître, celle-là. Je la repasse, vous voyez, donc il faut que je fasse quand même un certain nombre de choses. Et notamment, alors je croyais que c'était aussi comme ça pour la Felder, on va en parler après. Je suis obligé, celle-là, et j'ai vérifié pour le coup, déjà de rabattre les tables vers l'avant, de les rabattre en mode papillon, mais en plus de ça, il faut complètement déposer le guide d'équerre. Voilà, et là, je repasse en mode dégo. Voilà donc un peu le truc. Sur celle-ci, on va faire pareil. Je vais couper l'aspiration ici. Et donc là, je vais en profiter pour tirer mes deux sections là, 110 par 45 dont j'ai besoin. Et je vais les finir toutes les deux en les rabotant là-dessus. Ça me permettra d'avoir un bon état de surface, j'en ai besoin vu ce que je veux faire avec. Voilà, là pour le coup c'est un peu égoïste, c'est pour moi. Donc, celle-là, il faut mettre le guide complètement là, voilà, c'est fait. Ensuite, alors, truc intéressant, pour les deux, pour basculer le capot d'aspiration des copeaux, il faut redescendre la table de rabotage à 180 mm minimum. Donc ça fait quelques tours de manivelle. Pour celle-ci, ça fait 90 tours de manivelle de 2 mm, parce que c'est la prise de passe. Et celle-ci aussi a un tour de manivelle de 2 mm. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est deux machines vraiment comparables. 310 mm les deux. Les tables, j'en profite aussi, hein, mais je vous mettrai un petit panneau avec les caractéristiques. Les tables font, dans un cas, 1,60 m, et dans l'autre, je crois que c'est quasiment pareil, 1,50 m, donc elles sont un tout petit peu plus courtes. Avantage, c'est que sur celle-ci, c'est très pratique, facile d'y mettre des rallonges. Sur celle-ci, il faut sans doute y faire une adaptation, parce qu'il n'y a rien de prévu, me semble-t-il, pour y mettre des rallonges. Sur celle-ci, j'ai la rallonge de table de rabotage, qui est une option, mais qui est une option qui existe. Donc c'est pas mal en sortie, hein. Ça donne vraiment du confort aussi, ça permet d'avoir pas la pièce qui bascule avec le risque de talonnage, qui pour le coup provient pas de la machine mais de l'opérateur qui va laisser tomber la pièce. Là avec la table de sortie, il n'y a plus de risque, à condition de la régler comme il faut. Voilà. C'est tout. Donc celle-ci, pareil, je vous fais la petite démo qui va bien.
Voilà, alors de la même façon, bah là, on est quand même beaucoup plus à l'aise. On ne voit pas forcément, mais voilà. Donc on est beaucoup plus à l'aise pour travailler. Hein. Il n'y a rien qui dépasse, il n'y a rien qui me gêne ici. L'intérêt aussi, c'est que je peux tout à fait envisager de la laisser en mode raboteuse sans que ça m'encombre l'atelier. Et ça, c'est très pratique parce qu'une fois que les pièces sont dégauchies, on n'a plus besoin de dégauchir, mais des fois on a juste besoin d'ajuster une épaisseur, dire tiens, là j'ai une pièce, je sais pas, qui fait 27, il me faut du 25, hop, je la passe dans la raboteuse, j'enlève 2 mm, et comme la raboteuse reste dans ce mode-là, pourquoi pas, ben on se pose pas de questions. Voilà, donc ça c'est vraiment très appréciable. Et c'est aussi, voilà, c'est quand même assez important. Alors après, en termes de différence de conception, c'est clair qu'on n'est pas sur la même chose, c'est pas usiné pareil, c'est pas fait du tout pareil. Très clairement. Je le vois, je ne vais pas vous faire le détail, mais je vois bien que les glissières en fonte sont de meilleure qualité, les pièces d'appui d'une manière générale sont de meilleure qualité, j'ai des réglages supplémentaires sur celle-là que j'ai pas sur l'autre. Voilà. Moi, ce que je vous suggère, c'est d'aller dans un showroom Felder et d'essayer des bécanes. C'est quand même comme ça que vous allez le mieux arriver à voir ce qu'il en est. Pour conclure cette vidéo, je vous propose de jouer un petit peu au jeu des différences au niveau des caractéristiques des machines, très rapidement. Hein. Donc si je compare un petit peu les caractéristiques des deux machines, alors déjà on en a parlé tout à l'heure, je vais essayer de ne pas le massacrer parce que c'est le manuel du futur propriétaire. Entre les deux bécanes, au niveau caractéristique, les deux sont donnés pour enlever au maximum, prendre des prises de passe au maximum de 5 mm. Voilà. Je ne vous cache pas que celle-ci, 5 mm sur la largeur d'une planche, je la cale. Je l'ai déjà fait, donc je veux dire sur 300 mm de large, je la cale, si je prends 5 mm, c'est trop. Voilà, on se le dit. J'ai pas besoin d'aller jusqu'à 300 mm. Celle-ci, 3-4 mm sur 200 mm de large, je la cale aussi. C'est pour ça que celle-ci, quand je faisais des planches assez larges avec et que j'ai passé en mode rabotage, bah, je faisais plus de passes tout simplement. Si je regarde les autres caractéristiques, celle-ci tourne, j'avais vu, à 4200 tours minute. Donc ça c'est la vitesse de rotation de l'arbre. Celle-ci c'est 5000. 5000 dans nos pays où on est en 50 Hz et 6000 dans les pays où on est en 60 Hz. Voilà, c'est comme ça. Ce qui veut dire quand même qu'on n'est pas à 1000 tours par minute près. Hein. Là-dessus j'ai un moteur de 2,2 kW qui tourne à 2800 tours minute. Et sur celle-là, j'ai un moteur de 3 kW, donc elle est plus puissante. Après, là, j'ai un diamètre d'arbre de 95 mm, ici il fait 88 mm. Je ne sais pas si ça a une importance. Là, sur l'unité de rabotage, j'ai des tables qui font 540 mm. Sur celle-ci, les tables sur l'unité de rabotage font... Ouais, sur celle-ci, elles font 750 mm. Donc celles-ci sont plus longues, assez étrangement. Et pourtant, celle-ci me donne un meilleur résultat. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Comme je vous ai dit, hein, là on a 190 kg, là on en a 400. Je l'ai bien senti au déplacement. Voilà, là j'ai des longueurs de table de 1,50 m, là c'est 1,60 m. Elle est un petit peu plus grande aussi. Mais c'est pas des choses moi qui me dérangent. Après bon, ça vaut ce que ça vaut. Là il donne pas les émissions sonores. Si, là il les donne d'ailleurs. Ouais, je suis à 83 et 88 en marche à vie d'usinage sur celle-là. Et sur celle-là, je suis à 107 et 108 hein, quand même. Donc, j'ai envie de dire, elle est beaucoup plus bruyante. C'est aussi un des défauts des arbres droits, au-delà du fait que la machine en elle-même est plus bruyante. Pourquoi c'est un défaut ? Parce qu'elle a ce que moi j'appelle l'effet hélicoptère. C'est-à-dire que quand les fers droits arrivent sur le bord de la table, ça comprime l'air, vous savez, comme les pales d'un hélicoptère. Poum, 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 c'est ce bruit-là. Et bien là, à une fréquence beaucoup plus rapide, bien sûr, ça le fait aussi. Et ça fait que la machine est plus bruyante. Donc il y a ça. Après, pour le reste, en termes de caractéristiques pures, il n'y a pas des grosses différences. Alors là, il parle du support de mortaiseuse, je ne vous en parlerai pas parce que je n'ai jamais utilisé. Hein. Celle-ci existe en 2, 3 et 4 fers. Celle-ci, elle fait 4 fers. Voilà. Je ne peux pas dire plus.
c'est à peu près tout. Voilà, il y a le butée d'équerre, tout ça. Les 2 butées d'équerre sont réglables. Celle-ci, je vous cache pas que je la dérègle jamais parce que je trouve qu'elle est super chiante à remettre. Celle-ci, j'ai déjà fait le test et elle se remet facilement. C'est aussi un des avantages d'avoir une machine de meilleure qualité. Voilà, on va pas aller pinailler, chercher la petite bête de quoi qu'est-ce de chacune des 2 machines. Je peux vous dire, si la hauteur de rabotage minimum et maximum sur celle-ci, c'est 4 mm en minimum et 220 mm, je vais y arriver, et 220 mm en maximum, alors que sur celle-ci, c'est 230 mm. Donc celle-ci est capable de raboter théoriquement 10 mm de plus. Bon, je vous cache pas que c'est rare que je mette des pièces de plus de 200 mm dedans, hein, quand même. Là, j'ai fait l'établi, par exemple. Je suis sur des sections, celles que je viens de raboter exactement, qui font 110 mm, donc on a encore un petit peu de marge. Il ne donne pas le minimum pour celle-là, mais je crois que le minimum pour celle-là en rabotage tourne autour de 1 cm. Si un truc important, parce que ça détermine votre vitesse de travail au rabotage, c'est la vitesse d'avance. Celle-ci a une vitesse d'avance de 6 mètres par minute, et celle-ci, elle a une vitesse de 5,8 mètres par minute. C'est complètement comparable, ça ne change pas la vie, hein, on va se le dire. Oui, elle est un peu plus rapide, celle-là. De vous à moi, ça ne va pas changer grand-chose. Voilà. En plus, il est très fortement probable que la vitesse, parce que vu que c'est un entraînement qui se fait tout sur le même moteur, tout est lié, si vous voulez, je pense que la vitesse de rabotage qui est donnée ici, elle est indicative dans la mesure où, comme on l'a vu tout à l'heure, l'arbre tourne plus vite dans les pays anglo-saxons puisqu'ils sont en 60 Hz que chez nous où on est en 50 Hz. Donc à mon avis, je dois être à 5,8 mètres aussi. C'est bien possible qu'ils n'aient pas fait la différence entre les deux. Voilà. Donc il faut aussi voir ça. Peut-être qu'ils l'ont fait, peut-être qu'ils l'ont pas fait. Voilà, je sais pas. Je voulais quand même faire cette vidéo. Ça me semblait important de pouvoir voir les différences entre les 2 machines. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'en termes d'agrément d'utilisation, c'est beaucoup plus confortable. Et quoi qu'on veuille bien en dire, l'état de surface qui est laissé par l'arbre hélicoïdal, c'est juste incomparable. Là, je le vois bien. Hein. Là, je suis sur l'arbre à faire droit. Je le reconnais tout de suite. De l'autre côté, je suis passé sur la raboteuse, là, sur l'hélicoïdal. C'est pas pareil. Hein. Il y a quand même une bonne différence entre les deux. Voilà, donc moi je vais aller faire mes petites affaires là. Je finis mon café. Et si vous voulez bien vous barrer de mon match de raboteuse, vous serez bien aimable. Sinon je peux aussi faire, vous savez, comme dans les... Vous savez la petite nénette qui passe là, qui est pas très habillée hein, généralement, qui est généralement assez jolie, il faut dire les choses. Oui, parce que celles qui sont pas jolies, ils les mettent pas là, je sais pas pourquoi. En plus, je devrais pas dire des trucs pareils parce que je tourne cette vidéo le jour de la journée de la femme. Je fais bien ou pas? Voilà, voilà. Donc moi, je vais aller mettre cette machine en vente aussi parce que c'est la place de l'établi là, pas déconner. Et j'ai promis à quelqu'un qui m'a envoyé un mail de lui donner les caractéristiques, donc ça, je m'en occupe ce soir. Voilà. Vous êtes encore là? Non, mais par contre, restez pas non plus trop longtemps. Je veux dire, je vais pas mettre la même tenue que la dame. Je le porte très mal, moi, le bikini.